Shalom à toutes et à tous. On est très content de retrouver Georges Spira pour continuer à parler des pirates juifs des Caraïbes grâce à Midrashet Yehuda Manitou. Et en fait, ça devait être un ou deux cours, mais bon, en fait, tu as bien apprécié le sujet. Alors, on continue, on continue. On attend toujours les Juifs de Tunisie, hein, mais moi, je dis rien. Allez, Bechavot, Georges. Ça viendra, ça viendra. L'année prochaine. Tout arrive à qui sait attendre. Bon, voilà. Eh ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Les Strasbourgeois, les Colmariens, les Normands. Ça devient international, cette affaire-là. Bien, alors d'abord, une bonne nouvelle quand même. Je vous annonce le mariage d'une petite fille de Régine et Francis Marx qui aura lieu mercredi soir. Voilà. Donc, Mazel Tov à nos amis Régine et Francis. Et puis, voilà pour le carnet mondain. Et ben, je propose qu'on passe tout de suite dans le vif du sujet avec notre traditionnel résumé. Je crois que c'est nécessaire parce que l'affaire commence à se compliquer un petit peu. Alors, nous avons vu la dernière fois que tous les découvreurs ne sont pas forcément juifs. Parce qu'en fait, l'intitulé de cette série de cours, c'est « Les pirates juifs des Caraïbes ». Je vous signale qu'on n'a pas encore parlé de pirates. On a parlé de découvertes, on a parlé de Christophe Colomb et d'un tas de découvertes. Et on va voir comment vont venir ces fameux pirates. Ça va arriver, rassurez-vous, mais ne soyez pas impatients. J'ai rencontré hier soir le rabbin Alexis Blum. Et j'ai discuté un peu avec lui. Alors, il m'a fait une réflexion très intéressante. Il m'a dit, oui, mais racontez l'histoire des Juifs de la diaspora, parce qu'il suit un peu son épouse, je crois, suit les cours. C'est très compliqué parce que ça suppose d'avoir une connaissance correcte de l'histoire générale du monde, parce que les Juifs se sont infiltrés partout. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on ne peut pas se faire l'économie de grandes lignes de l'histoire générale pour comprendre comment viennent s'articuler là-dedans nos braves Juifs qui cherchent par tous les moyens à échapper très souvent à leur triste sort. Donc, nous avons vu la dernière fois que tous les découvreurs ne sont pas forcément juifs, mais ils sont tous accompagnés d'une façon ou d'une autre par un pilote, par un médecin, par un conseiller qui est juif. Et par exemple, nous avons Fernando Cortés, qui a conquis le Mexique, qui est un grand découvreur, qui avait un charpentier qui s'appelait Hernando Alonso. Et ce monsieur, au bout de 6 ans de bons et loyaux services, quitte Cortés, s'installe au Mexique, à côté de Mexico, devient un très riche fermier en élevant du bétail. Il était marié une première fois avec Béatrice, qui était la sœur d'un capitaine de Cortés qui s'appelle Diego Ordaz. Or, ce Diego Ordaz est un conversos. Voilà. Donc, ça, c'était sa première épouse. Elle est décédée. Il se remariera un petit peu plus tard avec une très belle femme qui s'appelle Isabelle de Aguilar, qui est une conversos, elle également. Voilà. Et ce Hernando Alonso sera en fait le premier hérétique, entre guillemets, qui sera condamné et brûlé vif par l'Inquisition dans le Nouveau Monde, ceci en octobre 1528. Alors, l'Inquisition a été introduite au Nouveau Monde pendant un moment où Cortés a été rappelé en Espagne parce qu'on soupçonnait peut-être d'avoir mis un petit peu d'argent de côté pour lui. Il a dû se défendre auprès du roi d'Espagne. Et pendant ce temps, son suppléant en a profité pour introduire l'Inquisition. Alors, pourquoi Cortés ne l'a pas permis, cette Inquisition? On le verra tout à l'heure. Voilà. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est qu'en dépit d'une interdiction par le roi d'Espagne ou par le roi du Portugal à un converso de naviguer vers le Nouveau Monde, il est quand même possible d'y arriver et on va voir après de quelle façon. Par exemple, Alonso Estrada, qui est le trésorier royal, du roi d'Espagne au Mexique, a une femme qui est une conversos. Ils ont 4 filles. Ces 4 filles vont faire de grands mariages, malgré les risques pour leurs enfants d'être poursuivis par l'Inquisition, parce que je vous rappelle, et nous serons amenés à en reparler ce soir, que l'Inquisition se mêle moins aujourd'hui
d'hérésie que de pureté du sang. Voilà, l'impiezza de sangre, cette fameuse loi qui a été édictée en Espagne, pas encore au Portugal, qui a été édictée pour empêcher les conversos qui ne sont pas devenus plus idiots parce qu'ils sont devenus chrétiens, de truster les grands postes et les grandes situations en Espagne. Donc, ça a suscité des jalousies et l'opposition à caractère théologique est devenue une opposition strictement raciale. D'ailleurs, pureté du sang, ça vous rappelle quelque chose dans une époque plus contemporaine. Il s'agissait bien de pureté de la race pour les nazis. C'est le même schéma. Alors, Ordaz, Diego Ordaz, ce converso dont la sœur avait épousé Hernando Alonso, a une autre fille, une autre sœur, Francisca, et elle ne peut se marier qu'avec l'autorisation de son frère, et il ne veut pas qu'elle épouse un converso parce que les malheurs se sont abattus sur son ex-beau-frère, il ne veut pas ça. Et finalement, elle va épouser le fils de Juan González de León, un vrai catholique pour le coup, bien que lui aussi connaisse l'origine juive de Francisca. Donc, ils n'ont pas peur d'épouser des juives ou d'origine juive, malgré le poids de l'Inquisition, parce qu'il y a X moyens quand même d'essayer d'y échapper. Alonso Estrada, notre fameux trésorier général, lui s'était marié avec, accrochez-vous bien, Marina Gutiérrez Flores de la Caballeria, une femme excessivement riche, comparée au Rothschild, mais dont il connaissait parfaitement l'origine juive. Or, ce Alonso Estrada, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un bâtard du roi d'Espagne. Et ça n'empêche pas d'épouser une converso. Voilà. Alors, il y a donc des conversos à tous les niveaux de l'échelle sociale, depuis les charpentiers ou les forgerons jusqu'au sommet de l'échelle sociale. On en trouve à tous les niveaux qui ont réussi à passer à travers les mailles du filet. Alors, je vous disais tout à l'heure que Cortés n'avait pas autorisé l'Inquisition à venir. Cortés, en fait, il est né, il a grandi près de la grande synagogue de Medellín en Espagne. Et il avait d'excellents rapports avec ses voisins juifs ou conversos. Et on estime qu'il a embarqué une centaine de conversos sur ses bateaux pour les extirper de l'Espagne. C'est beaucoup de monde à l'époque, une centaine de personnes. Donc voilà, allez, les a embarqués et ces gens vont partir. Alors, dans la loi sur l'expatriation des Espagnols, il faut la pureté du sang, mais on n'exige pas cette donnée pour les domestiques privés ou les marins. Et donc, évidemment, les conversos vont s'enfourner dans cette petite ouverture pour essayer de quitter l'Espagne. Et donc, on retrouve parmi les marins énormément de conversos ou parmi également les domestiques de maison. Pas besoin de certificat de pureté du sang. Et aussi, il faut dire que ces gens vont partir grâce à la complicité d'armateurs espagnols qui eux-mêmes sont des conversos, qui financent les expéditions, les bateaux, et donc, par préférence, il y a une véritable solidarité entre ces conversos. Alors, évidemment, il y en a qui se sont convertis sincèrement ou qui le sont devenus avec le temps, mais beaucoup d'entre eux pratiquent une vraie solidarité à l'égard de leurs frères. Nous avons vu également il y a 15 jours que 1534 marque un tournant. En fait, entre 1520 et 1620, il y a une formidable expansion du nombre de tribunaux de l'Inquisition qui sont installés à travers l'Empire. Il y a donc beaucoup de nouveaux tribunaux alimentés en victimes par les familiers, ces volontaires bénévoles pour dénoncer des convertis qui judaïseraient en cachette. Et puis également, cette époque-là, c'est l'avènement de Luther. Et ça pose un gros problème parce qu'il y a un certain nombre de princes allemands qui vont se convertir au protestantisme. En Angleterre, il y a un roi Henri VIII qui tourne le dos au pape et qui crée sa propre religion chrétienne, l'anglicanisme. Et puis en plus, pour faire bonne mesure, les musulmans se retrouvent en Hongrie avec à leur tête Soliman le Magnifique.
En même temps, à la même période, Charles Quint autorise une colonie de Maranes de s'installer en Jamaïque. Là-dessus, nous reviendrons plus en détail certainement. Voilà. Alors, pourquoi il les autorise? Parce que ce sont des hérétiques utiles du roi. Hérétiques utiles, ça rappelle en Allemagne les Nützlicher Juden, les juifs utiles que les nazis ont protégés jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient plus servir à rien, où ils ont été exécutés. Voilà. Alors, ces conversos qui s'installent en Jamaïque le sont sur les conseils d'un monsieur qui s'appelle Pedro de Manzuelo, qui conseille au roi d'envoyer une trentaine de familles de Portugais. Je vous rappelle que les Portugais sont ces jeunes mousses qui ont accompagné Christophe Colomb en 1492 et qui, quand Colomb est retourné en Espagne, sont restés à Saint-Domingue, qu'on appelait Hispaniola. Ils sont tous appelés sous le terme générique de Portugais. Ce sont des marins, ce sont des conversos. Et donc, ce monsieur Manzuelo conseille au roi de ramener une trentaine de familles de Portugais en Jamaïque, parce que la Jamaïque va très très mal au plan économique. Si ces gens ne viennent pas, la colonie, elle est perdue. Et il ne faut pas la perdre parce que c'est une escale absolument nécessaire pour protéger les bateaux qui reviennent chargés de trésors, d'or, d'argent, de perles, etc., vers l'Espagne. Nous verrons le problème tout à l'heure. Donc, le roi, qui est un très fervent chrétien, accepte quand même l'installation de ces Portugais. Il faut dire que l'Espagne, alors pourquoi on fait comme ça, on se balade un peu partout? Parce que le roi d'Espagne, l'empereur Charles Quint, mais il est un peu partout. Et donc, partout, il va se heurter ou rencontrer ou trouver sur son chemin ou avec son chemin des conversos ou des juifs. Et puis, on a vu maintenant des musulmans. Ça, on va le détailler tout à l'heure. Alors, l'Espagne, en moins de 40 ans, est devenue le royaume le plus vaste au monde et le plus riche. Mais c'est vaste et riche, sauf qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'avion. Gérer tout ça est assez compliqué. Nous allons voir que ça ne tourne pas toujours très bien. Alors, comment il s'est développé, cet empire? Ben, grâce à ces aventuriers, justement, ces découvreurs comme Cortés, comme Pizarro. Pizarro, dont on pense qu'il détenait 20 tonnes d'or, évidemment volé aux Incas et sur place. Et alors, Charles Quint, a besoin d'or et d'argent pour payer ses nobles, pour payer ses armées, et puis pour mener grand train de vie. Alors, on transporte les richesses, évidemment, mais seulement c'est dangereux. Et il y a des pirates, il y a des contrebandiers. Donc, c'est un petit peu compliqué. Or, l'Empire est en mauvaise posture. Et pourquoi? Parce que, entre autres, François Ier s'est allié à Soliman contre Charles Quint. Alors là, je vous rappelle que le pape a coupé le monde en deux. Une moitié des nouvelles découvertes seront pour l'Espagne, l'autre moitié seront pour le Portugal. Et les autres, ben, rien du tout. Évidemment, ça provoque quelques aigreurs d'estomac et ils vont s'opposer à l'Espagne et au Portugal. Je vous ai parlé la dernière fois aussi d'un monsieur qui s'appelle Barberousse. Barberousse, qui est un capitaine de Soliman le Magnifique et qui attaque Tunis, qui prend Tunis, qui est le dernier bastion espagnol en Afrique du Nord. Nous l'avons juste effleuré, on va approfondir la question ce soir. Cela dit, je reviens sur ma Jamaïque, il faut la sauver à tout prix. Et donc, on ferme les yeux sur les conversos. Pourquoi? Parce que déjà en 1522, quelques années auparavant, 3 bateaux de Cortés qui étaient chargés d'or et d'argent ont été détournés par un pirate italien au service du roi de France, qui s'appelait Verrazzano. Ce Verrazzano, d'ailleurs, va découvrir l'emplacement de la future New York, et à New York, il y a un pont Verrazzano en souvenir de ce pirate. Et il a fauché pas grand-chose, 500 kilos d'or, 350 kilos de perles, un tas d'autres choses, et surtout les cartes maritimes empruntées par les bateaux espagnols pour rejoindre le Nouveau Monde. Il y a une négociation entre le roi d'Espagne et le roi de France,
et qui refusent en disant « Montrez-moi un édit de Dieu qui dit que le Nouveau Monde appartient à l'Espagne. » Voilà, c'est la réponse à ce qu'a dit le pape. Ils ne sont pas contents, mais ce détournement de ces bateaux signifie également un blanc-seing, une autorisation à la piraterie. Voilà. Il s'agissait là d'une piraterie légale, entre guillemets. Il s'agit donc d'un corsaire. Et nous allons voir l'évolution des choses. Voilà, nous en étions là. Et puis, on va continuer. Je suis désolé de me répéter un petit peu, mais il y a des choses qui sont quand même trop importantes. Et nous allons commencer par le problème de limpieza de sangre, la pureté du sang dans le Nouveau Monde. En 1499, donc quelques années après la découverte de Christophe Colomb, les premiers conversos sont très bien accueillis dans ce Nouveau Monde en raison de leurs compétences. Ils sont capables, ils savent faire des affaires bien. Et ces nouveaux chrétiens, dont il s'agit de conversos, forment très rapidement l'élite bourgeoise du Nouveau Monde, l'élite bourgeoise commerçante. Alors, commerçante dans quoi? Mais ils font de tout, ils ne font pas que du commerce. Ils sont médecins, cartographes, percepteurs, financiers, conseillers du roi et évidemment commerçants au long cours et trafiquants de toutes sortes. Alors évidemment, leur réussite induit immédiatement ce qui se passe toujours, des jalousies, et on ne pourra éteindre ces jalousies que par l'introduction de l'Inquisition, qui, elle, saura apaiser les conflits en brûlant tout simplement les hérétiques. Voilà. Alors, ils ne sont pas encore là. Alors, en 1534, les enfants de ces conversos qui ont été baptisés, donc, ont d'importantes positions dans le commerce, mais également dans les conseils ecclésiastiques. Ils montent dans toute la hiérarchie, dans tous les domaines et dans toutes les zones d'activité. Et c'est là, donc, en 1534, qu'on introduit ce fameux principe de la pureté du sang à Hispaniola. Hispaniola, c'est Saint-Domingue. Jusqu'à présent, la pureté du sang n'était appliquée qu'en Espagne. Pas encore au Portugal, mais ça va venir maintenant. En 1525, en fait, il y a ces statuts qui rentrent en vigueur au Portugal, mais qui sont en vigueur en Espagne depuis 1499. Et leur objectif, il est clair, c'est de barrer la route à l'ascension vers de hautes fonctions et des privilèges des anciens juifs. Encore une fois, c'est de la jalousie, mais on ne peut pas attaquer des chrétiens, ils sont chrétiens. Même s'ils judaïsent en cachette, ça c'est le problème de l'Inquisition, mais ils sont chrétiens. Donc on a trouvé autre chose, la pureté du sang. Ce n'est pas basé sur la religion, encore une fois, puisque chrétien, c'est strictement un acte raciste, une condamnation raciale, génétique. Et elle est tout à fait comparable avec ce qui se passe dans l'époque contemporaine en Allemagne. Donc, après 1525, le droit de résider dans le Nouveau Monde est réservé strictement aux vieux chrétiens et interdit aux conversos. Pardon, excusez-moi. Ça va très loin. Parce qu'on a des conversos en Espagne depuis 1391, c'est-à-dire depuis le début des pogroms en Espagne, un siècle avant l'expulsion. Donc, nous avons là des descendants de Juifs, mais la 4e génération, qui, eux non plus, ne peuvent pas partir vers le Nouveau Monde. C'est absolument radical et sévère. D'ailleurs, ça va plus loin que ça. En Espagne même, un certain nombre de villes interdisent l'installation des conversos. Je ne sais pas sous quel principe, ça je ne peux pas vous le dire, ils sont chrétiens, ils sont interdits dans un certain nombre de villes, et puis en plus, pour éviter qu'ils s'échappent, pour éviter toute évasion, les conversos n'ont pas le droit de vendre leurs biens, ni de signer de lettres de change ou de reconnaissance de dette. Alors finalement, ces gens sont coincés.
Seulement, notre brave Charles Quint, qui est un bon catholique, il a un problème. Et donc, la fin justifie les moyens. Et il n'hésite pas à recourir aux conversos pour sauver la Jamaïque. On va beaucoup tourner autour de ce pays, de cette île. Charles, soldat de Dieu, oui, d'accord, mais quand même pas au détriment de ses propres intérêts. Il ne faut pas exagérer. Il y a des limites à la foi. Et c'est normal. Donc, il a de tels besoins d'argent, d'ailleurs, qu'il va presque aller à Canossa en 1535. Il va courtiser Doña Gracia Mendes, vous savez qui c'est, une grande banquière conversa qui était à Amsterdam, ensuite à Venise, et qui finira sa vie en Turquie. C'est une autre histoire que je vous raconterai un autre jour. Et il va la solliciter pour un prêt par le truchement de sa banque portugaise qui s'appelle la banque Mendes, un prêt qu'elle lui refusera d'ailleurs. Mais c'est aller à Canossa pour lui. D'aller supplier une banquière juive d'origine, c'est véritablement difficile pour lui. Alors, il a quand même une curieuse définition, notre Charles Quint. Pour lui, les Juifs sont une lignée de rois conscients de leurs valeurs. Et une lignée de rois conscients de leurs valeurs reposant moins sur la fortune que sur le savoir, la sagesse et la compétence. Et je vous ferai un rapprochement avec une autre définition du peuple juif, beaucoup plus récente et que vous connaissez tous. C'est un certain De Gaulle qui parlait d'un peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Peuple d'élite, il s'agit bien de ça, un peuple de savoir, de sagesse et de compétence, sûr de lui, conscient de leurs valeurs, ça veut dire la même chose. Donc, M. De Gaulle a été très inspiré, probablement, par cette phrase de Charles Quint. Je n'en sais rien, je ne peux pas l'affirmer. Mais c'est strictement comparable. Il s'agit donc vraiment d'une démarche anti-juive, pas dire autrement, anti-juive. Alors, on a une vraie partie d'échec mondial. On est dans les découvertes de nouveaux territoires. Il y a d'anciens comptoirs en Inde orientale. Et donc, il y a une partie d'échec. Et les Juifs font là-dedans figure d'hérétiques utiles, d'autant plus qu'on peut les utiliser comme on veut et les jeter quand on n'en a plus besoin. C'est ça le rôle du Juif. Alors, ce qui permet à Charles Quint de dire à son conseiller, Francisco Corbos, allez trouver à Costa, qui est son juif de cour, nous avons besoin de nouveaux colons pour la Jamaïque, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, en 1534, de nouveaux réfugiés arrivent à Port-Esquivel, en Jamaïque, accueillis par les 20 familles qui étaient déjà sur place. Donc, nous avons là une communauté d'une 50aine de familles. Vous voyez que ça ne porte pas sur des grands chiffres, mais il y aura de grandes conséquences dans cette île de la Jamaïque. Alors, voilà, ça s'arrête là. Pas tout à fait, mais Charles Quint, pour le moment, il a d'autres soucis. Les musulmans sont aux portes de son empire. Après la Perse et la Hongrie, qu'ils ont envahi, Soliman avance et l'armada de Barberousse, c'est pas rien, l'armada de Barberousse, c'est 84 bateaux d'attaque. Et cette armada embarque à Constantinople pour renverser la suprématie maritime espagnole. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Khayr ad-Din, ses dates sont 1467-1546, on est vraiment à cheval sur le 15e et le 16e. Vous le connaissez sous un autre nom, c'est Barberousse. Il est la terreur de la Méditerranée. Un personnage curieux, rien à voir avec les conversos. Il est né d'un père grec inconnu et d'une mère chrétienne renégate qui s'était convertie à l'islam. Bien. Et il est au service du sultan, c'est le capitaine de la marine du sultan Soliman. Il défend les mers, aidé par les Maures qui ont fui l'Espagne et qui ont la rage contre l'Espagne évidemment. Et après avoir fui l'Espagne, ils se sont installés en Afrique du Nord. Expulsion des Maures d'Espagne 1494, 2 ans après les Juifs. En 1525,
d'un autre côté, il y a une nouvelle vague de réfugiés qui arrive en Afrique du Nord suite à des conversions forcées au christianisme édictées par Charles Quint. Et ces morts qui arrivent sont furieux de cet exil forcé. Ils rejoignent Barberousse, qui dit avoir 70 000 Moudéjares, ce sont des musulmans d'Espagne qui sont restés fidèles à l'islam et qui sont à son service. 70 000, c'est une grande armée. Alors, cette côte barbaresque, Afrique du Nord, donc Tunisie, Algérie, elle est très familière aux Juifs qui sont installés là-bas depuis le 1er siècle déjà. Ça, nous l'avions vu quand on a parlé de l'Afrique du Nord, on n'a pas fini, comme m'a dit Johan tout à l'heure. 15 siècles plus tard, il y a une nouvelle arrivée de Juifs d'Espagne qui sont immédiatement confinés dans des quartiers réservés, donc des bellas, et qui subissent le statut de 10 000 plus ou moins appliqué. En tout cas, ce n'est pas très, très sympathique, mais en tout cas, le Maghreb représente quand même pour ces Juifs une terre d'asile où ils ne seront pas persécutés comme en Espagne. La situation n'est pas brillante, ils sont 10 000, je vous l'ai dit, mais ces deux groupes, les Juifs et les morts expulsés d'Espagne, représentent une force redoutable et qui va être au service de Soliman. Alors, tout ceci, ça nous mène à l'histoire de corsaires musulmans et de marchands juifs en Méditerranée. Alors là, on est loin de la Jamaïque, mais on n'est pas tellement loin, vous allez voir, parce que les choses sont liées, inévitablement. Donc, on va parler de cette histoire de corsaires juifs avant de rejoindre la Jamaïque, mais ce sera encore ce soir. Alors, les réfugiés juifs séfarades, donc d'Espagne, sont à même là de se venger des Espagnols et ils vont investir dans une nouvelle industrie tout à fait florissante, la piraterie. Il faut investir parce qu'il faut des bateaux, il faut du personnel. Les marchands juifs d'Afrique du Nord finançaient les razzias des morts sur les côtes d'Italie et d'Espagne. Cette histoire des razzias des morts, là, ça nous semble bien sympathique parce qu'il s'agit d'une vengeance. Ça va quand même, ça va durer jusqu'au 19e siècle. Là, les Juifs ne seront plus en cause là-dedans et que ce sera entre autres une des raisons de la conquête de l'Algérie par la France en 1830. Mais c'est une autre histoire. Donc, ils financent ces razzias et ces razzias, ce sont des raids esclavagistes barbaresques. Il s'agit vraiment d'avoir des esclaves et puis après, on partage le butin. Ce sont des épices d'Orient et ces fameux chrétiens réduits en esclavage. On met à sac des villages, on brûle et on embarque les habitants. Les hommes sont vendus comme esclaves, les femmes sont vendues dans les harems et les enfants sont convertis de force à l'islam. Ou alors, il y avait une solution pour les sauver, évidemment, c'était de payer des rançons. C'est un phénomène classique, on a vu ça au Maroc en long et en large. En juillet 1534, un événement très très curieux, c'est que le pape Clément VII décide de pardonner aux conversos leurs erreurs passées. Pourquoi? On ne sait pas trop. Décision papale. Voilà. Alors, ça n'arrange pas vraiment les affaires de Charles Quint, parce que cette émancipation des conversos risquait de transformer la mer Méditerranée en mer juive. Il le sait, que les conversos financent et les razzias, et là, ils vont pouvoir jouer vraiment de façon totalement découverte. Pourquoi? Parce que les Juifs sont protégés par les sultans turcs, qui, entre autres, parfois les choses changent, vous voyez, de façon contemporaine, mais à l'époque, les sultans turcs ont très très bien reçu les Juifs, ils ont très bien accueillis après leur expulsion d'Espagne. Et les Juifs avaient déjà à l'époque, avant la décision du pape, fait de Constantinople et de Salonique les deux plus grands ports de la Méditerranée.
on est dans le business là, on est vraiment dans les affaires et dans gros argent. Les Juifs brillent dans la diplomatie turque, ils ont beaucoup de réseaux commerciaux avec d'autres Juifs, ils ouvrent de nouvelles voies marchandes. Bref, Charles Quint est tout à fait fâché, irrité d'avoir à traiter avec, je le cite, cette race de fourbes. Et en août 1534, le dernier bastion espagnol en Méditerranée, Tunis, est conquis par un pirate juif. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Un pirate juif en 1531. Ce monsieur s'appelle Sinan. Sinan, le pirate juif. Ah, c'est un personnage, lui aussi. Barberousse, c'est une terreur. Mais ce n'est pas un habile marin. Il passe son temps à construire des bateaux et à échafauder des plans, à planifier des expéditions qui seront conduites par son capitaine favori, Sinan, ce fameux juif. Sinan, c'est un juif espagnol réfugié en Turquie. Le 20 août 1534, Sinan, appelé le fameux pirate juif, prend la mer avec une centaine de bateaux, c'est une grosse armada, occupe le port de Tunis pour le compte de Soliman, et port de Tunis qui jusque-là était une possession espagnole. Donc, en fait, il attaque l'empire de Charles Quint. Le port de Tunis est une place stratégique. À partir de là, Soliman contrôle la mer Noire, la mer Rouge et l'ouest de la Méditerranée. En plus, il a posé un pied dans l'est de la Méditerranée avec la conquête d'Alger en 1529 par notre fameux Barberousse. Soliman domine pratiquement la Méditerranée et les galions de Charles Quint ne peuvent plus y arriver, ne peuvent plus y naviguer. Ils sont exclus dans une mer qui était vraiment le cœur vital de l'empire de Charles Quint. C'est une sale histoire pour ce monsieur. Alors Charles Quint essaie de négocier. Voilà ce qu'il propose à Soliman. Vous aurez la pleine possession de la Méditerranée, qui sera donc donnée aux musulmans, contre une alliance entre Soliman, les musulmans, et l'Espagne. Et il y a des instructions très précises aux messagers de Charles Quint auprès de Soliman. Si Soliman refuse, ou Barberousse, c'est Barberousse qui négocie en fait, le délégué de Charles Quint doit l'empoisonner immédiatement. C'est ça la diplomatie à l'époque. Sauf que l'émissaire va être pris de court parce que devant le refus de Barberousse, immédiatement celui-ci sort son coutelas et coupe la tête de l'émissaire. Fin de l'épisode et des tentatives de rapprochement entre Charles Quint et Soliman. Ça a loupé. Et ce n'est pas la bonne tête qui est tombée du point de vue de Charles Quint, évidemment. Alors, quand même, il va réagir un an après. Il prépare en secret et il affrète une armada de 400 bateaux. Ça, c'est considérable. 400 bateaux et 33 000 combattants, avec comme projet d'attaquer Tunis. C'est ce que Charles appellera sa sainte croisade contre les musulmans. Et effectivement, ça va marcher. Le 10 juin 1536, juste avant de partir, Charles Quint s'adresse aux nobles de sa cour avec une bannière à l'effigie de Jésus. Vous voyez, Gott mit uns, c'est le même système chez les Allemands. Et là aussi, Jésus est avec nous. Il ne se bat pas pour la couronne d'Espagne, il se bat pour la chrétienté. Et voici ce qu'il leur dit. Le voici votre commandant, je ne suis que son porte-drapeau. 5 jours plus tard, l'armada est en ordre de bataille devant la ville de Tunis. Alors, la bataille de Tunis, ça, c'est un épisode important. Et en fait, Barberousse connaît les projets. On a des espions à l'époque, vous savez.
on en a pas mal. On va en parler, mais pas ce soir, la prochaine fois. Il est parfaitement au courant des buts de Charles Quint et Barberousse prêche la contrepartie, la guerre sainte. Et il recrute des milliers de moudjahidines. Moudjahidines, en fait, le terme, vous l'entendez souvent ici, aujourd'hui, ce sont tout simplement des combattants. Il consolide la forteresse qui est à l'entrée du port, un quartier qui s'appelle, beaucoup d'entre vous le connaissent, la Goulette. Donc, il consolide la Goulette qui sera défendue par Sinan et 5000 hommes. Déjà une belle troupe. Le 15 juin, 70 bateaux bombardent pendant 25 jours. C'est long, un mois, jour et nuit, les tours jumelles du port de la Goulette. Et Sinan tient, il tente 3 sorties, mais qui seront des échecs, sorties en mer, évidemment. Et puis, au bout de 25 jours de bombardement, évidemment, les murs commencent quand même à céder. L'armée du roi envahit le port, et dans cette armée, il y a des Espagnols, des Italiens et des Allemands. Et il fait main basse immédiatement sur les 87 bateaux de l'armada de Barberousse. Voilà. Et là, il y a un épisode qui est tout à fait révélateur de l'éthique juive. On pourra dire ça comme ça. Barberousse est fou furieux. Et Barberousse est fou furieux et il veut donner une leçon aux chrétiens. Il décide alors de massacrer les 20 000 chrétiens esclaves qui sont retenus à Tunis. Et figurez-vous que là, pourquoi je vous parlais d'éthique juive, Sinan s'y oppose. Il s'y oppose et il lui dit la chose suivante. Un massacre aussi abominable souillerait notre réputation et nous placerait à jamais hors des frontières de l'humanité. C'est très intéressant parce que nous allons avoir tout de suite un autre contre-exemple. Donc, Sinan, un musulman, veut massacrer ses 20 000 prisonniers, il n'y a pas d'état d'âme. Sinan s'y oppose au nom de l'humanité, au nom du moral, au nom d'une éthique. Et toute sa vie, ce monsieur qui est un pirate sera reconnu pour ses qualités morales. Ça, c'est une grande différence. Alors, Barberousse renonce. Il faut dire aussi que très rapidement après, il y a un certain nombre de déserteurs morts pour essayer d'avoir, disons, un blanc-seing avec les chrétiens qui arrivent pour assurer leur survie, libère les prisonniers esclaves chrétiens qui immédiatement prennent possession de l'arsenal et ouvrent grandes les portes de la forteresse de Tunis. Voilà. Et puis, les combats durent toute la journée, tout est perdu, pour le coup. Barberousse et Sinan et 5000 hommes partent à dos de chameau en direction du désert. Et pendant 3 jours, je vous ai dit un autre contre-exemple, comme Barberousse a voulu faire, eh bien les croisés pillent la ville, massacrent les habitants qui, un an auparavant, étaient encore des alliés de Charles Quint. Total, 7000 morts, 40 000 prisonniers, tous habitants innocents de cette ville et encore alliés, comme je vous l'ai dit, une année auparavant au roi Charles Quint. Un chroniqueur catholique écrit « C'est le pire carnage du siècle ». Ça en dit long, ça en dit très long sur leur manière de se comporter. Et en fait, ce qui est assez amusant, si on peut dire, c'est que ce massacre s'arrête quand les croisés, l'armée de Charles Quint et les esclaves libérés s'entretuent pour avoir une plus grande part de butin. Donc ça sauvera un certain nombre d'habitants de Tunis. Évidemment, les Juifs aussi vont payer leur tribut dans ce massacre et feront les frais de cette fureur des croisés. Alors, un certain nombre partiront vers le désert aussi, seront au passage dépouillés par les musulmans, parce que n'oublions quand même pas que les musulmans n'aiment pas tellement les Juifs. Et voilà. Qu'est-ce qui nous reste de cet épisode aujourd'hui?
Il y a une tapisserie dans un musée de Vienne qui raconte la tentative avortée de Sinan et de ses hommes de contre-attaquer sur mer, et donc il rapporte cet épisode de la prise de Tunis par Charles Quint. Nous sommes là donc à Tunis. Mais, à peu près à la même époque, l'Inquisition est introduite au Portugal. Et sur demande du roi qui n'était pas très favorable à cette Inquisition, à cette introduction de l'Inquisition, pas tant peu il n'aimait pas la présence de l'Inquisition. Mais finalement, il l'accepte parce que sa femme est la sœur du roi d'Espagne. Donc, il y a une pression du bon roi catholique d'Espagne et il laisse venir l'Inquisition, alors là, pas tellement pour des raisons théologiques, mais de nouveau pour essayer de freiner le développement et l'ascension sociale des conversos au Portugal. Et tout de suite, un auto da fé est organisé en 1540, suivi d'un nouvel exode de conversos d'Espagne et du Portugal, et le roi du Portugal, Don João, qui était réticent, je vous l'ai dit, à l'introduction de l'Inquisition, y accédera avec un marchandage quand même assez important avec le roi d'Espagne. Il avait beaucoup de dettes, ce roi du Portugal, auprès de conversos, c'est important, 500 000 ducats, et il avait besoin de conseillers conversos parce que c'était les seuls compétents et capables pour assurer ses finances. Alors, il y a des marchandages avec le roi d'Espagne qui couvre une partie des dettes alors que lui-même n'a déjà plus beaucoup de sous. Enfin, bref, l'Inquisition arrive. Les conversos avaient de hautes fonctions au Portugal. 10% de ces juifs étaient de hauts fonctionnaires. 10%, soit 10 000 personnes. Donc, on considère qu'il y a environ une centaine de milliers de conversos au Portugal. 10 000 d'entre eux sont des hauts fonctionnaires. C'est vous dire la réussite de cette population. Alors, ils seront convertis de fraîche date, puisque le Portugal leur a donné le choix entre la mort ou la conversion. Il n'y avait pas d'échappatoire. Ceci en 1507, pardon. Et évidemment, leur conversion, elle est suspecte. L'hérétique, lui, il est invisible. Par contre, ce bonhomme qui n'a pas la pureté du sang, lui, on peut remonter à ses origines, et c'est ce qui va se passer. Il faudra encore une dizaine d'années pour que Charles Quint admette que les conversos sont tellement utiles pour remplir les caisses de l'État, et qu'en fait, malgré tout ce qu'on dit d'eux, ils ne sont absolument pas un danger pour son trône. Alors, il est plus conciliant, plus tolérant avec les conversos du Nouveau Monde, et il va demander, on va encore une fois se déplacer, mais pas du tout au Nouveau Monde, il va demander aux magistrats d'Anvers, aux Pays-Bas espagnols, de leur accorder le droit de résidence officielle aux Amériques. Donc, lui, il ne va pas leur permettre de partir d'Espagne ou du Portugal. Portugal, c'est encore autre chose, mais par Anvers. Ils pourront rejoindre le Nouveau Monde. Malheureusement, même dans ce Nouveau Monde, l'Inquisition les atteindra, sauf en ce qui concerne la Jamaïque, que le roi abandonne aux Juifs convertis pour la coloniser. Alors, en Jamaïque, il y a une résistance. La terre, bon, il y avait un contrat avec Colomb, ça vous le savez, et donc la veuve du fils de Christophe Colomb, on va en parler tout de suite, administre ce territoire. Et elle est libre, sauf que le roi lui envoie quand même un abbé en 1535, le père Amador de Samano. Alors, le roi il est autrement occupé à s'occuper de reprendre Tunis. Franchement, il a autre chose à faire que la Jamaïque. Alors, cet abbé qui est très pressé d'obéir au roi
se rend immédiatement en Jamaïque et néglige d'avoir l'accréditation du pape. Parce que cette nomination dans le Nouveau Monde passe par l'accord du pape. C'est comme ça. Alors, le gouverneur de l'île, c'est un des descendants de Christophe Colomb, prend prétexte de ce manque d'accréditation pour refuser l'autorité de l'abbé. Et l'empereur fulmine. Charles Quint est fou furieux et exige que le gouverneur se présente devant le tribunal de Saint-Domingue. Mais il n'ira pas, tout simplement. Le rejet de l'abbé est une véritable offense pour le roi. Mais la Jamaïque, c'est un échec. Sur tous les plans. Le brave curé sera obligé de repartir. L'argent qui avait été envoyé pour construire une église et un hôpital sera bien employé, mais pas pour une église et un hôpital. En fait, il faut quand même reconnaître que la Jamaïque est peu intéressante pour le roi. Il y a beaucoup de corruption, il y a très peu de richesse. Les Portugais, auxquels il ne faisait pas confiance, ils sont présents et se développent. Par contre, les derniers Hidalgo, les fils d'eux, nouvellement nés après l'expulsion des Juifs, sont véritablement la lie de ces aventuriers de Jamaïque, et il décide donc, le roi, de faire de la Jamaïque un simple comptoir avec un port d'escale pour les navires marchands espagnols, reliant l'Europe à l'Amérique. C'est un peu compliqué, je suis désolé, parce qu'on part à droite et à gauche, mais l'histoire s'enchaîne comme ça. Alors, la solution pour ce pays, elle passera par la famille Colomb, évidemment, vous le savez, et en été 1536, toujours la même période, première moitié du XVIe siècle, le roi entre en négociation avec Maria de Toledo, qui est la veuve de Diego Colomb. Diego Colomb était le fils de Christophe Colomb. Donc, c'est sa veuve. Et elle le menace d'un procès pour qu'il transmette les titres de propriété à son fils Louis, qui est à l'époque âgé de 8 ans. Pourquoi elle le menace d'un procès? Parce que le roi ne veut pas reconnaître ce titre de propriété qu'il est obligé de reconnaître. Ça a été accordé à Christophe Colomb. Donc, il est menacé d'un procès, c'est grave pour le roi, même pour le roi. Et donc, finalement, en janvier 1537, elle renonce à faire un procès au roi en échange de la Jamaïque, donc la reconfirmation de l'autorité de la famille Colomb sur la Jamaïque. Le roi, il n'est que trop content de se débarrasser de cet îlot qui, franchement, ne l'intéresse pas. Sauf que, lors de la remise de l'acte de propriété, Maria de Toledo le rejette, le refuse, car ce pouvoir de la famille Colomb n'englobe pas son autorité sur l'Église. Alors, nouvelle tractation pour parler, et puis finalement, au bout d'un mois, le roi accepte de signer la propriété sous, évidemment, tutelle royale de l'île de la Jamaïque à la famille de Christophe Colomb. Et c'est un fait sans précédent. Tout au long du XVIIe siècle, la famille Colomb sera libre de faire de l'île ce qu'elle veut, et ce sera la seule terre espagnole où l'Inquisition n'avait aucun pouvoir. Ça, c'est très important. Donc, existe l'Inquisition. En février 1537, l'entente est formalisée par un acte. La Jamaïque est cédée formellement à la famille Colomb, qui reçoit le titre de marquis de la Vega, et il y a 3 conditions qui assortissent cet accord: que l'île reste une possession espagnole, elle est donc exclusivement administrée de façon indépendante par les colons, mais ça reste une possession espagnole, qu'elle ne mette pas de politique étrangère autonome et qu'on n'y bâtisse pas de forteresse sans accord de la couronne. Vous avez parlé tout à l'heure de Pedro de Manzuelo, qui avait conseillé au roi d'envoyer une trentaine de familles de Portugais à la Jamaïque.
il est affolé quand il voit ce contrat. Il est terrifié et il dit au roi, ce sera une perte pour la couronne, car la Jamaïque est au niveau, la Jamaïque est au Nouveau Monde l'équivalent de la Sicile à l'Italie. C'est très important, la Sicile est un lieu de passage, vous le savez. La Jamaïque ravitaille les colonies environnantes et la Nouvelle-Espagne, donc le Mexique, et occupera une place centrale. Si les temps changent, dit Manzuelo, le gouverneur de Jamaïque gouvernera toutes ces contrées. Il ne faut pas accepter cet accord. Sauf que Charles Quint ne va pas tenir compte de l'avis de Manzuelo, qui avait vu assez clair dans ce qui risquait de se produire, mais il n'a pas été entendu. Bien. Alors, les chrétiens installés au sud de l'île vont s'établir au nord, à La Vega, un endroit qui s'appellera La Vega. Ils vont se lancer dans l'élevage et puis ils ne vont pas très bien réussir, ils vont s'appauvrir assez rapidement. Pendant ce temps, les Portugais se lancent dans le commerce et s'enrichissent, et il en résultera ce qui résulte toujours, un conflit entre les Hidalgo et les Conversos. Et les Hidalgo finiront par accuser les Portugais de judaïser en secret. J'ai oublié de vous dire que tous les Portugais installés en Jamaïque pratiquaient le judaïsme en secret. Officiellement, en façade, ils étaient véritablement chrétiens, allaient à l'église, etc. Alors, ils maintiennent strictement cette apparence de chrétiens, baptisent leurs enfants, courent à l'église, et il est probable, d'après quelques écrits, mais pas beaucoup, qu'ils se réunissaient régulièrement la nuit pour étudier la Torah ou maintenir vivaces certaines traditions juives. Ce qu'on sait, par contre, de façon tout à fait établie, c'est qu'ils jeûnaient 2 fois par semaine pour expier leur apostasie, leur conversion au christianisme. Et on sait également qu'ils fêtaient Purim. Or, Purim, vous savez que c'est une fête de libération. Et c'est intéressant de voir qu'ils célébraient Purim avec beaucoup de sérieux et d'implication, parce qu'elle rappelle la victoire sur une menace de disparition et d'exécution physique des Juifs à l'époque en Perse. Finalement, ce qu'ils ont risqué eux-mêmes en Espagne. Alors, pendant ces événements, en Méditerranée, Sinan le pirate, qui lui est ouvertement juif, devient l'ennemi juré de Charles Quint. Et il organise des razzias incessantes pour assurer la domination ottomane sur la mer. Ce corsaire juif a carrément mis en pièces une majeure partie de la flotte impériale espagnole en 1538 au large de la Grèce, donc une bataille, et c'est la dernière garnison espagnole qui sera amenée à se rendre. Charles Quint est très affligé de cet échec. Nous sommes là après l'affaire de Tunis. C'est une autre partie vers la Grèce. Et en même temps, au même moment, il y a sa femme, la reine, qui meurt. Il était très attaché à son épouse et il entre dans une phase de dépression, de mélancolie, dont il ne sortira que de façon sporadique avec une seule intention, attaquer les conversos. C'est tout ce qui l'intéresse encore. Et les conversos des Pays-Bas en feront les frais. Ils sont autorisés à s'installer aux Pays-Bas uniquement pour des raisons économiques. Ça, c'est traditionnel, nous le savons, depuis 1536. Et ils se sont installés à Anvers. Lorsque Dom João, le roi du Portugal, fait de même, les conversos portugais supplantent les conversos espagnols dans leur qualité de commerce et de développement des routes maritimes, etc. Donc, il y a une concurrence.
Et le commerce des épices avec les Indes, je vous rappelle que les Portugais étaient largement mieux implantés en Inde que les Espagnols, puisqu'ils sont arrivés très très tôt. Et ils développent donc ce commerce des épices. Ça rapporte 1 million de ducats par an. Je ne sais pas combien ça fait aujourd'hui, mais il semblerait que ça fasse beaucoup de sous. Alors, assez furieux que ces conversos à lui, espagnols, se voient damer le pion par les conversos portugais, parce qu'on s'aime bien, n'est-ce pas, entre le Portugal et l'Espagne, malgré tout. Charles Quint change de politique et ordonne en 1540 plus de sévérité contre les suspects. Et plutôt que d'affronter l'Inquisition, les conversos d'Anvers, ils vont partir pour Amsterdam. Amsterdam, on n'a pas encore parlé d'Amsterdam. Ben voilà, c'est qu'on va en parler d'Amsterdam. Et nous parlerons, pas ce soir, la prochaine fois, d'un célèbre rebelle basé à Amsterdam, qui est le rabbin pirate Samuel Palache. Ça, c'est un personnage fabuleux, fantastique. Et je promets, c'est plein de surprises. Alors, Charles Quint, après la victoire de Tunis, se tourne vers Alger pour prendre le port ottoman d'Alger. Et il ne faut pas oublier qu'Alger, c'est très proche de l'Espagne. Et en 1541, 50 navires de guerre, 200 transports de troupes et 20 000 hommes vont combattre 4 000 combattants à Alger. Mais là, il y a un accroc. Dans la nuit du 23 octobre 1541, il y a une tempête qui se déclenche, une tempête très violente pendant 3 jours. Résultat, 14 navires d'attaque sont fracassés contre les rochers, 100 vaisseaux sont coulés et 8 000 hommes meurent noyés. C'est un bilan terrible. Et puis, il y en a quand même qui arrivent, puisqu'on n'est pas loin de la côte, qui arrivent à la nage jusque sur la côte, à terre, mais ils s'enlisent immédiatement dans les marécages. Et dès que la tempête se calme, il y a des hordes de cavaliers morts qui dévalent de la colline, qui chargent et qui massacrent tout ce qu'ils peuvent. Alors Charles X, voyant ça, il est trempé, il a l'épée à la main, il ordonne de réembarquer en dépit des conseils de Cortés qui l'accompagnait dans cette expédition, qui lui dit de se battre. Non, il remballe, la troupe elle est épuisée, démoralisée, et ils repartent vers l'Espagne en blâmant le temps d'avoir été contre eux. Sauf que cette attaque a terrorisé les Juifs d'Alger qui savent très bien ce qui venait de se passer à Tunis peu de temps auparavant. Et ils vont instaurer 3 jours de fête, pour louer l'intervention de Dieu sur le temps pour sauver les Juifs d'Alger. C'est une lecture de l'histoire, c'est un Pourim local. Je ne sais pas s'il est encore pratiqué aujourd'hui. De toute façon, en Algérie, il n'y a plus de Juifs. Est-ce qu'on en a gardé la trace ou une réminiscence? Je ne peux pas vous le dire. 1 an après ce désastre, Charles est déprimé, il va s'installer en Flandre pour ne revenir donc en 1542, pour ne revenir en Espagne qu'en 1556, donc presque 15 ans plus tard. Il s'éteindra d'ailleurs en Espagne. Sinan, pendant ce temps, notre fameux pirate, multiplie les exploits et il retrouve même son fils. Ah, ça c'est encore une histoire. Vous me laissez encore quelques minutes, s'il vous plaît. Sinan, son fils de 5 ans avait été enlevé par les Espagnols et confié au comte d'Elbe, qu'il a baptisé et élevé à la cour d'Elbe. Il en fera plus tard même son petit favori, autre chose. Et Barberousse avait à plusieurs reprises tenté de racheter l'enfant au comte d'Elbe, de négocier avec lui, sans succès. En 1544, encore une fois, Barberousse croise au large de l'île d'Elbe et il envoie un émissaire au comte. Réponse du comte, je vous la cite, « La conscience religieuse du comte lui interdit de rendre un chrétien baptisé à un infidèle. »
Et là, Barberousse, qui n'est pas un tendre, il est fou furieux. Il débarque ses hommes. Il met la ville de Piombino à sac, incendie la forteresse, massacre la population, largement. Il pille tout. Et finalement, le comte va lui rendre l'enfant, qui entre-temps est devenu quand même un jeune homme. Et c'est comme ça que Sinan, grâce à son ami Barberousse, va retrouver cet enfant qui lui avait été volé. Sinan sera un temps gouverneur d'Alger et aura le titre de Captain Pacha. Il commande la flotte ottomane, il occupe le port de Tripoli, il y capture les chevaliers de Malte qui étaient réfugiés et les ramène à Constantinople. Et là, encore une fois, il se comporte d'une façon inhabituelle pour l'époque. Ces chevaliers de Malte sont amenés en procession devant le Soliman, enchaînés, humiliés, en public, et il les fait traverser la ville de Constantinople devant les Turcs, et après, il les libère immédiatement, alors que Charles Quint avait massacré les habitants de Tunis. Sinan restera actif jusqu'à sa dernière expédition connue en 1553, et là, il dévaste les côtes du sud de l'Italie et de la Sicile. Il est à la tête de 150 bateaux, dont une vingtaine de galions français. Pourquoi? Parce que la France lui demande de faire halte en Corse pour en chasser les Génois. Ce qu'il va faire. Et c'est la dernière mention du pirate juif qui ensuite se rendra à Constantinople et finira ses jours là-bas. Sa gloire lui survit en raison précisément de son humanité envers les prisonniers, également de ses capacités de navigateur. Mais il a agi à contre-courant des us et coutumes de l'époque en ayant une attitude véritablement d'humanité à l'égard des prisonniers. Voilà. Alors, encore quelques instants, on va finir avec Charles Quint. On va pas s'étendre sur lui parce que ce n'est pas l'essentiel de l'histoire. Sa fin est peu brillante. Il abdique en 1556 au bénéfice de son fils Philippe II et il donne la moitié de son empire à son frère Ferdinand. Et puis, il se retire dans un monastère à Yuste, en Espagne. Et là-bas, son passe-temps favori, c'est d'essayer de synchroniser les 159 horloges de sa collection. Pour un chef d'un empire aussi vaste, c'est un petit peu dérisoire, un petit peu pitoyable de le voir se préoccuper de coordonner 159 horloges. Sauf que ça va lui ouvrir les yeux et lui donner un coup de sagesse. Il dit, dans ses mémoires, « Quel imbécile j'ai été de croire que je pourrais unifier mon empire et amener tous mes sujets à la même foi, alors que je ne suis même pas capable de régler toutes mes pendules à la même heure. » C'est une grande clairvoyance, quand même. Ça, c'est la fin de sa vie. Il meurt en septembre 1558. Sinan, son grand rival, meurt la même année et il est enterré à Constantinople. On peut encore voir sa tombe aujourd'hui. Et ce qui est intéressant sur sa tombe, c'est l'épitaphe qui a été gravée. Pour ses amis, Sinan était un nouveau Joseph. Pour ses ennemis tremblaient devant lui. Prions le ciel pour qu'il repose en paix. Le Captain Pacha est entré dans le royaume de Dieu. Voilà. Et il est enterré au cimetière de Scutari. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici pour ce soir. C'est un peu compliqué. Ça n'a pas fini d'ailleurs d'être compliqué, mais vous allez voir, c'est intéressant. Donc la prochaine fois, on repartira là-dessus et nous allons commencer à parler de Samuel Palache et de son frère Joseph, des enfants qui sont nés dans le Mélat de Fès, d'une lignée de rabbins, d'une très vieille lignée de rabbins datant du Xe siècle. Mais ça, c'est une autre histoire.
Voilà. Alors, si vous avez des questions, et si je sais répondre. Voilà, Monsieur Johan, si tu veux bien nous ouvrir les micros. Johan? Bon, on attend que notre opérateur veuille bien se réveiller. Les gens sont partis. Ben oui, c'est normal, hein, si on ne peut pas se parler. Il faut qu'ils ouvrent leur micro. Vous pouvez ouvrir vos micros. Ça marche pas? Non. Eh ben, je ne sais pas ce qui se passe avec Johan. Et c'est peut-être lui envoyer un WhatsApp, il dit. Oui, c'est ce que je fais. Je l'ai fait, hein. Comment? Je l'ai fait. Réponds. Je ne sais pas ce qui se passe avec notre opérateur. Ah, il n'a pas branché son téléphone. Il n'a pas branché son téléphone. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. On a essayé de le joindre au téléphone ou par WhatsApp. Voilà, vous pouvez ouvrir Ah, le c'est micro. bon. Je crois que c'est bon, là. Ah, Ça marche. ça marche. On peut se parler. Donc, vous avez la parole. André? Daniel, on t'entend pas. Qu'est-ce qui se passe, Johan? Je sais pas, chez Daniel Abel, elle voulait parler, mais ça fonctionne pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Ouais. Ben, tu sais, il y a des gens qui sont partis parce qu'il faut être là à l'heure. Hein. Désolé. תודה רבה, תודה, זה מרתק מאוד, תודה. Merci beaucoup. Merci. שלום. Bonne soirée. Le kibbutz Shalvim vous dit un grand merci. Kibbutz Shalvim. נכון.